ça, il est simple, nous passons la plupart de notre temps à travailler, alors que pour des millions de personnes, c'est ce qu'il y a de moins agréable dans la vie. S'il vous plaît, merci. Merci. Les perspectives de bonheur dans ce genre de contexte pourraient être plutôt sombres. Cependant, depuis la crise financière de 2008, le concept de bonheur au travail s'installe dans les comités exécutifs. Vous le savez, il y a un nouvel indicateur qui permet de le mesurer d'ailleurs, c'est le BIB, le bonheur intérieur brut. Les Nations Unies ont même institué une journée internationale du bonheur, c'est dire l'importance qu'on lui apporte ainsi que, bien sûr, au bien-être en tant que but universel. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient noter la date de cette manifestation, on va dire de cet anniversaire, c'est le 20 mars 2023, donc le 20 mars de chaque année, on célèbre cette fête. Alors, le BIB n'a pas remplacé encore le PIB, le produit intérieur brut, mais des indicateurs comme dans les entreprises, aujourd'hui on a un CEO, chef happiness officer, et c'est dire l'engagement des entreprises qu'il y a. Donc on a nommé quelqu'un pour le bien-être donc des salariés au sein des entreprises. Alors le bonheur doit-il être pour autant une source de félicité ? C'est la question qui est posée aujourd'hui. Nous allons débattre de cette grande interrogation avec mes invités que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Ou pas d'ailleurs, parce que Juliette Finesse, évidemment, vous la connaissez, voilà, qui est avec nous, philosophe et essayiste. Vraiment Bonjour. un plaisir de vous avoir. C'est moi qui suis ravie d'être là. Alors, est-ce qu'on entend bien, Julia ? Est-ce que oui, voilà. Je vais dire les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non, ça va, on va s'arrêter là, c'est bien. Laurent Moisson est avec nous, donc entrepreneur et directeur de publication des Déviations. Alors, je vais recommencer dans l'ordre avec Ariel Wiesmann, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc journaliste et aujourd'hui entrepreneur, il va nous raconter tout ça. Béatrice Taudou, vous êtes chez Malakoff, responsable d'observatoire et services aux branches professionnelles, il ne faut pas que je me trompe. Laurent, je l'ai présenté. Anne-Charlotte Voutino est avec nous, donc la fondatrice et CEO de Yogiste. Elle va nous parler bien sûr de yoga, mais pas que. Et enfin, je termine avec Olivier Reynaud, le CEO de Ave, voilà, qui est avec nous. Alors, c'est un entrepreneur du cru, tout le monde le connaît ici, mais voilà, aujourd'hui, il va nous raconter sa nouvelle entreprise entrepreneuriale, enfin, aventure entrepreneuriale, pardon. Et voilà, avec vous tous, nous allons évoquer ce sujet. Alors, je vais commencer avec vous, Laurent Moisson, puisque il y a une partie de votre savoir-faire qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la partie, vous êtes historien, et pour vous présenter, vous êtes aussi entrepreneur depuis plus de 20 ans, vous avez notamment dirigé une ETI de 500 personnes, Novedia, dans la transformation digitale, vous avez revendu, vous avez étudié les grandes innovations innovantes et humaines dans l'entreprise, d'un point de vue justement historien. Vous êtes également conférencier, auteur. Alors moi j'ai retenu un titre qui m'a bien plu. Alors j'ai pas lu le bouquin, hein, Laurent, désolé, mais je prendrai le temps, c'est promis. C'est de Jésus-Christ à Kim Kardashian, les techniques pour influencer les masses. Donc ça c'est ça. Très bon livre, je l'ai lu. Ah, très bien, Ariel. On fait ce qu'on peut pour attirer le chaland. Hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'on pourra l'avoir aujourd'hui, Laurent ? Il est prévu ? Non ? Là-bas, non. À la librairie éphémère, non ? Non, malheureusement. Non, par contre, vous aurez l'excellent ouvrage collectif sous la marque Les Déviations, voilà, qui reprend certains des éléments que j'avais développés dans ce livre, avec peut-être un ton un peu plus consensuel que celui que j'ai utilisé. D'accord, ok, voilà. Super. Alors justement, vous parlez des déviations, ça tombe bien, parce que vous êtes... je dirais à l'origine d'un ensemble qui s'appelle les Déviations. Il y a un titre de presse, mais il y a une communauté hein, qui aussi agit sur les réseaux sociaux. Et là, votre sujet, c'est le changement de vie. Et je crois que votre communauté aujourd'hui réunit 500 000 personnes qui vous suivent sur ce sujet. Donc c'est énorme. Et puis je sais qu'il y a aussi Emmanuel qui est avec nous dans la salle pour les forces françaises de l'industrie. Vous êtes co-fondateur de ça. Et puis on en a parlé ce matin en séance d'ouverture. C'est vrai que c'est un vrai sujet aujourd'hui, la réindustrialisation, la souveraineté française. Donc vous œuvrez aussi en la matière. Merci Laurent d'être avec nous. Alors la première question que je pose à l'historien que vous êtes, quel sens on donne finalement au travail à travers l'histoire ? Alors, tout dépend des époques. Alors il est clair qu'aujourd'hui, le sens au travail et l'injonction qui est de
rendre les gens heureux par leur activité professionnelle et par leur entreprise, c'est quelque chose d'assez contemporain. Je ne sais pas combien de temps ça va durer d'ailleurs, mais en tout cas, il est clair que... Jusqu'à la fin de cette conférence. On va s'en occuper de ce concept. Donc, il est clair qu'avant, on va dire jusqu'au début des 30 Glorieuses dans certains pays et jusqu'à maintenant pour un certain nombre de régions du monde qui n'ont pas encore connu l'extraordinaire explosion de richesse, enfin de capacité de création de richesse qu'ont apporté les révolutions industrielles, le travail, on lui demandait surtout de nous permettre d'éviter de mourir de faim. Donc le sens au travail, c'était quelque chose d'assez simple à comprendre. C'est-à-dire que vous travaillez, vous aviez une chance, et même pas de vous acheter des choses formidables, mais déjà de ne pas mourir de faim et de subvenir aux besoins de votre famille et de vos proches. Donc, d'ailleurs, donc, si vous voulez, quelque chose qui était à peine capable de vous permettre de survivre, on ne pouvait pas lui demander non plus de réaliser tout un tas de rêves et une aspiration au bonheur. Donc, en fait, comme l'être humain a toujours eu besoin d'avoir un sens à sa vie et il aspire au bonheur, il avait quand même besoin de se projeter sur autre chose. Donc, les grands pourvoyeurs d'espoir et de bonheur, c'était, j'allais dire d'un point de vue un peu de structuration intellectuelle ou spirituelle, c'était d'abord les religions, c'est-à-dire que on vous demandait, on vous proposait un système de valeurs, on vous proposait un schéma d'évolution, on vous expliquait le monde par le truchement d'une religion, d'une philosophie, d'une idéologie, puisque finalement il y a des idéologies non déistes qui pourraient s'apparenter par ces méthodes-là un petit peu à des religions. Et on vous disait, en gros, si on prend nos contrées, on va dire, occidentales et en tout cas françaises, voilà, il y a 500 ans, le bonheur, c'était plutôt travail dur, suis les commandements divins dans cette vie et tu accéderas peut-être au paradis. Donc c'était en gros d'accepter, de différer l'accès à ce bonheur, à cette plénitude absolue, complètement idéalisée, qui nous permettait en fait de soutenir quelque chose qu'on jugerait aujourd'hui absolument insoutenable, parce que même s'il y a des différences sociales fortes, des inégalités, tout ce que vous voulez, la très grande misère a disparu de nos pays, vraiment à très rares exceptions près, et est en train d'ailleurs de disparaître de beaucoup de pays en ce moment. Donc c'est ça qui est très différent, c'est-à-dire qu'on ne demandait pas au travail autre chose que des éléments matériels, et on allait chercher le bonheur soit dans une construction intellectuelle telles que les religions, soit tout simplement, et on l'oublie beaucoup, puisqu'on théorise beaucoup sur le bonheur, parfois, c'est complètement inexpliqué, et ça se fait dans les relations humaines avec vos proches. Donc avant, en fait, le travail se faisait, non pas dans des entreprises, puisque ça n'existait pas, ça existait, il y avait des grandes compagnies commerciales, mais elles étaient très rares. 99,9% de la population laborieuse, c'était des paysans. C'était des gens qui travaillaient dans les champs, en famille généralement, et qui, au-delà de la famille, il y avait le cercle villageois, la communauté villageoise, où on avait des interactions, et ça se passait bien ou pas bien, et ça générait du bonheur ou pas du bonheur, et d'ailleurs de façon parfaitement inégale en fonction des individus, puisque on a découvert récemment, dans un certain nombre d'études scientifiques, qu'on est tous avec un potentiel de bonheur qui évolue assez peu, d'où le fait qu'il y ait des gens qui sont extrêmement privilégiés, qui fassent des réussites remarquables et qui restent malheureux, et des gens à qui il est arrivé un accident grave et qui, un an après, sont très heureux. Voilà. Et alors, Laurent, quand est-ce qu'il y a une évolution? C'est-à-dire que là, on parle effectivement de ce que vous évoquez. Le bonheur, ce n'est pas des questions dont on parlait à l'époque. C'était, on travaillait. En plus, on était... en gros, on ne se posait pas non plus la question parce que quand on était issu de telle ou telle famille, on restait, il y avait les paysans, donc on était quand même, on avait des normes qui nous faisaient voir notre avenir professionnel finalement. Quand est-ce que ça change ça dans l'histoire? Alors, je dirais qu'il y a deux faits marquants. Il y en a un qui est philosophique, et peut-être que Julia sera bien plus éloquente que moi sur le sujet. Je dirais c'est la substitution, l'arrivée de l'humanisme à la fin du Moyen-Âge, la Renaissance, où on a réorganisé les sociétés humaines autour de l'homme et de son épanouissement, et non plus autour de Dieu.
hein. L'homme était là pour prier Dieu. Et ensuite, même s'il souffrait, même si c'était difficile, c'était comme ça. Donc on s'est mis au centre. Et donc, ça, des siècles après, ça peut donner effectivement une quête du bonheur individuel, puisqu'on a mis l'être humain, l'homme avec un grand H, au centre de cette société. Alors, à tel point, je pense que maintenant, c'est plus l'être humain, c'est nous-mêmes au centre de la société, ce qui fait, mesdames, messieurs, que je pense que nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir à peu près 1000 centres du monde dans la même pièce. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Voilà. Mais deuxième élément important, c'est la révolution industrielle. L'arrivée du capitalisme et sa capacité à créer des richesses et des inégalités. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, ça a créé des entreprises, un progrès technique qui s'est emballé, qui a créé de plus en plus de richesses, qui fait que l'objectif du travail, qui était de dire je veux simplement sortir le nez juste au-dessus de la misère, maintenant on l'a complètement oublié. Je pense que personne dans cette salle n'a connu, ou des gens qui sont des exceptions, n'a connu ce qu'est la grande misère, la très grande misère, qui a accompagné, encore une fois, l'être humain depuis très longtemps. Donc ça veut dire qu'on ne l'a plus en tête. Donc on va, grâce à cette création de richesse, on va être capable, finalement, d'oublier ce pourquoi le travail était fait. Ça génère tellement de richesses que on a une vie à côté, on a des choses comme ça, et on en arrive aussi à se dire que c'est par le travail qu'on a vaincu les grandes causes de malheur. Et beaucoup de gens, et d'ailleurs je pense que tout ce qui a été, toutes les conceptions marxistes notamment, qui ont ensuite beaucoup influencé la social-démocratie capitaliste, c'est-à-dire qu'on arriverait collectivement au bonheur en effaçant les causes de malheur, qui sont la misère, la maladie, un certain nombre de choses qui sont finalement rendues possibles par le progrès technique. Ça a fonctionné, j'allais dire, hein. C'est-à-dire qu'on a créé beaucoup de richesses, on vit beaucoup plus vieux, on peut s'acheter plein de choses qui n'existaient même pas il y a encore 200 ans. Est-ce qu'on est plus heureux pour autant ? La réponse est non. Hein. On ne l'est pas plus. Donc, grande découverte, hein, après 2 siècles de révolution industrielle. L'argent ne fait pas le bonheur. Hein. Il y avait quand même des mecs avec des grosses barbes et des toges qui disaient ça il y a 2000 ans. Mais on a réussi à le démontrer. Donc, le changement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a démontré que par le travail et l'entreprise, on arrivait à vaincre toutes les causes de malheur. Du coup, il n'y a qu'un pas à se dire que finalement, c'est peut-être aussi à l'entreprise, maintenant que toutes ces grandes religions se sont un peu tassées, qu'on n'y croit plus trop, qu'on n'a plus trop envie de voir ces carcans, ces choses-là, on aspire à autre chose. Donc il y a beaucoup d'entre nous qui se disent, finalement, quel est le pourvoyeur de sens à ma vie, vu que c'est plus une religion ? Est-ce que ça ne serait pas un engagement sociétal pour le climat, pour quelque chose, qui va en fait me donner une existence sociétale, pas forcément un statut social, mais une existence sociétale. Et là, l'entreprise va faire le levier là-dessus en disant moi j'ai des problèmes de recrutement, moi aussi il faut que j'intéresse des gens par autre chose que par le salaire, parce que maintenant tout le monde a, un niveau de vie acceptable. Et donc je vais essayer de faire ce lien là-dessus. Et donc les entreprises deviennent plus moralisatrices, voire un peu politiques. Merci Laurent pour cette entrée en matière. On va écouter maintenant une parole d'entrepreneur. Qui est celle d'Olivier Reynaud qui est avec nous. On te connaît Olivier, tu as été cofondateur de Tids, hein, qui a été revendu à Altis. On connaît le succès à 285 millions d'euros, je crois. C'était une grosse aventure, mais on a été très nombreux, dont Loïc qui était sur scène il y a quelques minutes. Donc je pose un peu le sujet avec toi quand même. Mais aujourd'hui, te voilà dans une nouvelle entreprise que tu viens de créer avec un fort potentiel, me semble-t-il. Donc déjà, est-ce que tu pourrais... Et alors, Olivier Reynaud est parti se former au codage. Donc moi, j'ai lu ça en préparant cette table ronde. Voilà, donc tu as mis vraiment le... Alors, explique-nous ce projet, pourquoi tu es parti te reformer déjà comme entrée en matière, et après on parlera bien sûr du bonheur au travail. Donc, vous l'avez compris, je suis entrepreneur depuis maintenant bientôt 20 ans. J'ai créé ma première boîte, j'avais 22 ans. Une première société dans la musique qui s'est soldée par un échec, mais qui a permis de lancer avec des associés Tids. Et ensuite, cette société a bien fonctionné. Je me suis posé plein de questions autour de ce que je voulais vraiment et ce que je pouvais apporter comme impact.
et dans le monde de la créativité, parce que je suis un créatif depuis toujours. Et donc, en fait, je me posais vraiment des questions, comment aller plus loin, comment faciliter ma vie en tant que créatif, est-ce qu'une technologie pourrait m'aider? Et donc, cette idée, c'était un peu l'origine de ma nouvelle société, Ave, que j'ai lancée avec un associé. Moi, je suis le créatif, lui, c'est l'ingénieur. Donc, souvent, c'est des duos qui fonctionnent bien. Et donc, en fait, quand on parle du bonheur et du travail, enfin, dans mon cas, c'est plutôt l'entrepreneuriat, la question que je me posais, c'était, OK, je rêve d'une nouvelle histoire, une nouvelle idée. J'ai souvent des idées comme ça qui me hantent et j'y pense et j'arrive à matérialiser tout ça. Je me suis dit, cette nouvelle aventure, il faut que ce soit aligné avec mes valeurs. C'est-à-dire que je voulais faire quelque chose qui a un impact pour une communauté, la communauté des créatifs, qui me fasse plaisir. Je suis heureux à ce travail, dans cette entreprise qui embauchera de plus en plus de gens. Une entreprise qui sera également rentable, car c'est uniquement avec des bénéfices qu'on peut embaucher de plus en plus de personnes. Donc avec tout ça, cette valeur, cette ambition, j'ai aligné tous ces points, j'ai discuté avec la personne qui est aujourd'hui mon associé, et on s'est dit, OK, on va lancer cette société qui s'appelle Ave. En 2 mots, c'est une intelligence artificielle créative spécialisée dans la vidéo. Donc, très rapidement, comment ça fonctionne? On a créé un moteur d'intelligence artificielle créative qui est capable de comprendre le contenu des vidéos et la créativité, le sens créatif des vidéos comme un humain. C'est-à-dire que, un exemple concret, je suis une marque, Air France, j'ai créé un film publicitaire magnifique avec mon agence, un film qui a coûté très très cher, qui a pris plusieurs semaines à faire. OK, ce petit bijou qui dure, admettons, 1 minute en format télé, Air France a besoin de le rentabiliser au maximum. Bien entendu, ça veut dire, par rentabiliser, en faire des versions pour les réseaux sociaux, des versions plus courtes, des versions différentes, des versions carrées, verticales, bref, des dizaines, voire des centaines de déclinaisons de cette vidéo. Et ça, c'est à nouveau un travail où la marque doit payer des créatifs, des agences et retravailler. Et ça prend des semaines et des mois. Et ça, c'est un travail, par contre, qui est très répétitif. C'est un vrai problème que j'ai vécu, moi, à titre perso, dans ma précédente société, TIDS. Et donc, la marque, aujourd'hui, à partir du mois prochain, c'est notre lancement officiel, à travers ma solution, nous, notre technologie, elle comprend cette vidéo. Elle arrive donc à générer de la data, de la donnée créative, mais surtout, en un clin d'œil, elle peut générer des résumés intelligents, des variantes, différents scénarios, des versions carrées verticales, en quelques secondes, alors que ça prend des semaines et des mois. Donc c'est une vraie innovation pour les créatifs qui ne sont plus dans la répétitivité, dans cette labeur de ce travail. Aucun créatif dira qu'il aime faire ce genre de choses, mais c'est nécessaire et ça peut permettre de gagner sa croûte. Olivier, c'est compliqué, mais voilà, ça a permis de faire tout ça. Donc aventure incroyable parce que déjà le marché est mondial, c'est ça? C'est ça. Vous nourrissez avec l'ensemble de tes équipes de fortes ambitions. Marché mondial, tout le monde en a besoin, de la télé au cinéma, aux marques, à la musique, etc. etc. C'est aujourd'hui une entreprise d'une 20aine de personnes. Donc moi, ce projet, il est aligné avec ma conception du bonheur, ce qui me rend heureux. Donc plus cette aventure avance et plus je suis heureux parce qu'on va pouvoir aider énormément de monde. Et au niveau de mon équipe, les employés, également, quand on parle de comment on peut apporter le bonheur au travail, voilà, c'était ma question d'après, donc c'est parfait, l'enchaînement est parfait. Donc d'abord, est-ce qu'on doit attendre de l'entreprise? Est-ce que tes collaborateurs vont attendre de toi, de l'entreprise, que tu les rendes heureux? Est-ce que le sujet a été déjà posé comme ça au sein de Dave? Ce sujet n'est pas posé comme ça, mais en fait, à différents niveaux de vie d'une entreprise, quand on est 2, on est 5, on est 10, on est 20, on est 200, on est 500 ou plus, ces questions reviennent, mais de différentes manières. Quand on est une entreprise, aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes. L'idée n'est pas qu'une entreprise comme la mienne, on apporte tous les avantages comme pourrait le faire un Google, toutes les infrastructures déjà, parce que ça demande des moyens, une organisation, etc. Nous, ce qu'on apporte, et ce qui est le cas en général des petites entreprises, c'est d'apporter une mission, une raison d'être. C'est-à-dire que toutes les personnes dans ma société, quand elles travaillent, ils savent pourquoi elles travaillent. Ils font partie d'une équipe qui apporte quelque chose de vraiment unique au monde, qui va avoir un impact mondial, qui font quelque chose de dingue, que personne n'a fait. L'issue, on vise cette réussite. Ça va être difficile, mais ce chemin, il est terriblement bon à prendre et on le construit ensemble. Donc c'est une petite équipe qui, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc le bonheur, à ce niveau-là, pour une petite équipe, c'est à ce niveau-là, c'est se dire, OK, j'ai un impact.
Ce que je fais, ça compte. Ça peut avoir un impact mondial et je suis vraiment acteur. Donc ça, c'est ce qui compte. Et après, dans le temps, bien sûr, il peut y avoir plein d'autres choses artificielles, mais surtout plus ancrées en termes de valeurs, de culture. Donc chez nous, bien qu'on soit une petite entreprise, nos valeurs, elles sont clés. Dès le départ, elles étaient là. En tant que AIVE, c'est AIVE. Nous, c'est l'ambition, c'est l'innovation, c'est la vision et c'est l'excellence. Donc c'est un travail d'équipe, tous ensemble, avoir chacun une vision XXL de ce qu'on veut faire et aller toujours plus loin. Donc donner le meilleur de soi-même. Donc cette vision, elle est ancrée chez tout le monde. Et voilà, on va dans cette direction pour changer le monde par l'innovation créative. Donc c'est ce qui motive. Merci Olivier. On va poursuivre dans cette question avec Anne-Charlotte Vuccino. Alors Anne-Charlotte, vous êtes la fondatrice et la CEO de Yogist, qui a été créée en 2015. Vous découvrez le yoga, Anne-Charlotte, à la suite d'un grave accident de la route, et alors que vous étiez étudiante. Et vous travaillez à l'époque pour une ONG en Afrique et vous allez retrouver l'usage de votre jambe grâce à cette discipline et donc à 30 ans vous décidez de quitter l'entreprise où vous étiez avec un super job pour partir en Inde, vous former au yoga et quand vous revenez vous montez Yogist. Alors aujourd'hui, Yogist, c'est 200 entreprises qui ont adopté la méthode. Vous êtes aussi en développement avec des filiales à l'étranger, au Royaume-Uni, au Brésil, à Singapour. Vous êtes conférencière, auteur et formatrice pour l'APM. Je pense que ça doit parler à pas mal d'entrepreneurs, l'APM ici. Alors, pour être en écho à ce que disait Olivier, ça vous inspire quoi, le bonheur en entreprise, Anne-Charlotte ? Eh bien, moi, le bonheur en entreprise, je pense que c'est quelque chose de formidable si on l'atteint, mais que ça ne doit pas être une responsabilité qui pèse sur les épaules du dirigeant. Sinon, vous pouvez être sûr d'être déçu. C'est comme dans un couple, si vous attendez que votre conjoint vous rende heureux, et si vous n'êtes pas heureux tout seul, en général, ça se termine mal. Donc moi, j'ai eu une approche beaucoup plus pragmatique, si vous voulez, en se disant que finalement, le bonheur au travail, c'est lié aux modes de travail actuels qui sont devenus essentiellement digitaux, essentiellement aliénants dans un sens moderne du terme. C'est-à-dire qu'on a des tâches qui sont sacrément éloignées du résultat de notre action. On est tous éloignés puisqu'on est beaucoup en télétravail, on se voit de moins en moins et on est devenu totalement sédentaire, assis toute la journée derrière un écran et loin finalement du résultat de son travail et de ses collègues. Et que finalement, si on regarde les choses de manière très concrète, très pragmatique, très basique, eh bien, la base du bonheur, ça serait peut-être l'absence de souffrance, au sens grec ancien du terme, ataraxie, je suis heureux parce que je ne souffre pas. Et aujourd'hui, si vous demandez à vos collaborateurs ou même à vous, patrons, comment ça va aujourd'hui, la première réponse que vous allez donner, c'est je suis fatigué, j'ai mal dormi, j'ai eu des tableurs Excel qui tournaient en boucle dans ma tête, j'ai mal aux yeux parce que j'ai été hypnotisé par la lumière bleue de mon écran, j'ai mal au cou parce que, à force de taper sur mon smartphone, j'ai ce qu'on appelle le tech neck, j'ai mal au dos, j'ai mal ci, j'ai mal là. Et je me suis dit, mais en fait, c'est dingue. À une époque où on a des nanotechnologies qui commencent à guérir le cancer, on a tous mal partout, tout le temps. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas mettre sur les épaules de l'entreprise une ambition beaucoup plus raisonnable qui est finalement de diminuer au maximum les souffrances liées au mode de travail, liées au digital très sédentaire ou si vous êtes dans une usine, dans une boutique en retail, liées à la position assise prolongée, à la position debout, au métier posté dans des lignes de production. Et déjà, si vous prenez en compte le corps et le cerveau de vos collaborateurs dans une perspective humaine et pas seulement sous l'angle hard skills, compétences, qu'est-ce que tu es capable de produire dans un temps donné, si vous leur envoyez ce signal que finalement vous prenez soin d'eux dans une optique bien plus large que le seul résultat, eh bien, vous envoyez un signal très, très, très positif. Vos collaborateurs le reçoivent de manière extrêmement positive aussi. Je ne suis pas juste un citron qu'on presse. Et puis surtout, vous allez mettre en place un environnement de travail beaucoup plus positif et beaucoup plus, et j'aime pas ce mot, peut-être bienveillant. Et donc, en étant très très pragmatique, c'est comme ça que j'ai développé avec Yogist, non pas du yoga, et ceux qui sont venus à l'atelier yoga collectif ont été bien déçus. Il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de chakra, on ne fait pas des salutations au soleil. Ce sont tout simplement des techniques pour prévenir et pour soulager les maux du travail moderne. Pour vous aider, vous et vos équipes, à travailler ou à télétravailler, puisque c'est évidemment devenu une norme, sans vous abîmer sur le long terme. Et ça, c'est aussi simple que de mettre en place des pauses.
des pauses physiques, des pauses mentales, tout simplement parce que quand on est connecté toute la journée avec Slack, avec Teams, avec Zoom, on oublie de prendre une bouffée d'air au milieu de ces réunions. On oublie d'aller faire une pause déjeuner puisque de toute façon la cantine est fermée ou alors on est chez nous. On oublie d'aller prendre l'air le soir. Donc ça peut être aussi simple que ça. Mais ça peut être aussi de mettre en place des rituels d'équipe où on va se dire « Attendez les gars, on va prendre 5 minutes pour investir sur la santé de notre corps, la santé de notre cerveau, pour être bien plus efficace dans la réunion qui va suivre et bizarrement retourner à la tâche avec le sourire, avec de l'énergie et potentiellement avec une bonne idée. Parce que personne n'a eu une idée fulgurante en restant enfermé dans son cube derrière son ordinateur. C'est plutôt dans sa baignoire quand on est un génie ou en se baladant dans la campagne quand on est une personne lambda. Et donc, oui. Vas-y. Ah non, je ne voulais pas vous. Pardon, je peux continuer très longtemps. Alors non, je vais poser la Si question. vous dites toutes les vérités, on n'aura plus rien à dire après. C'est ça. Et j'allais pas aussi loin quand même qu'Ariel. Non, simplement pour rebondir à ce que vous disiez en préambule, en disant c'est aussi aux salariés à se saisir de ce sujet. En 2 minutes, comment les salariés peuvent-ils se saisir de ce sujet, d'accéder au bonheur dans l'entreprise ? On s'est rendu compte que les entreprises qui avaient des ambitions extrêmement grandes en termes de bien-être au travail, de qualité de vie au travail, qui mettaient en place plein de choses pour leurs employés, étaient super déçus parce que les employés se transformaient en enfants pourri gâtés. Ils ne venaient pas, c'était gratuit, c'était là, donc ça n'avait plus de valeur. Terrible pour des prestataires comme nous et pour le DRH, le CEO qui se casse la tête à mettre en place des programmes intéressants. Et du coup, chez Yogist, on s'est rendu compte que pour mettre en place des programmes qui soient à la fois efficaces, pérennes sur le long terme et engageants, fédérateurs, il y avait plusieurs étapes à respecter. Et il y avait aussi une tentation à laquelle ne surtout pas succomber, c'est celle du coup d'épée dans l'eau, du quick win, du séminaire chasse au trésor ou de l'action coup de poing une fois par an, la journée du bien-être au travail, et puis il ne se passe plus rien pendant 1 an. Et avec 7 ans de recul, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de sensibiliser vos collaborateurs. Sensibiliser les collaborateurs, ça veut dire intervenir par surprise, sans leur demander leur avis. On les oblige un tout petit peu, mais après ils sont contents, je vous assure. Et on leur montre comment on peut mettre en place des bonnes techniques d'hygiène de vie au travail pour faire en sorte de rester en bonne santé sur le long terme. Et la surprise, encore une fois, quand vous avez devant vous des jeunes, des codeurs, des hommes, désolé, en costume, qui ne prennent pas du tout soin d'eux, parfois ça change complètement la donne. Deuxième étape, il faut enseigner les techniques, former collectivement sur le long terme, régulièrement, avoir quelque chose qui se répète sur la durée. C'est comme ça que vous allez fédérer vos équipes, c'est comme ça que vous allez leur apprendre de nouvelles compétences, non pas pour parler mieux anglais ou être meilleur en commercial, mais pour prendre soin de leur corps et de leur cerveau. Et c'est quand même la base des besoins de la pyramide de Maslow si on repart à l'origine. Et ensuite, on peut mettre en place des outils. Parce qu'aujourd'hui, la tentation est aussi très très grande de se dire « je vais prendre un abonnement de 3 ans à Petit Bambou et je vais la balancer à tous mes collaborateurs et tous mes problèmes seront réglés ». J'adore Petit Bambou, mais ça ne fonctionne pas. En fait, vous devez absolument accompagner ces outils digitaux par de l'humain et par de l'adoption. Et donc, les outils digitaux, ça vient une fois qu'on a mis en place ces programmes et ces démarches dans l'entreprise. Et donc c'est pour ça que nous, on a typiquement créé un petit garde du corps digital qui va vous dire toc toc président, ça fait 2 heures que vous êtes sur votre écran, ça va pas du tout, il faut faire une pause, où est-ce que vous avez mal? Et dernier élément qui change tout, une seconde. Le dernier, c'est autonomiser vos équipes, empower, donnez-leur le pouvoir. Et aujourd'hui, on forme des référents qualité de vie au travail au sein des équipes. C'est-à-dire que vous allez avoir des collaborateurs qui vont dire « Hé patron, j'ai la vocation de prendre soin de mes collaborateurs. Est-ce que je peux me former? Est-ce que je peux me certifier pour prendre en charge cette mission au sein de l'organisation ?» C'est ce que j'appelle chez moi un win-win, à la fois pour l'organisation et pour le collaborateur qui remplit une mission, qui aide ses équipes et qui en plus va œuvrer pour une meilleure qualité de vie dans son entité. Merci Anne-Charlotte. Alors on vous retrouve sur un atelier cet après-midi à quelle heure ? À 14h, ça ne sera pas du yoga, mais on va tester tous les exercices et toutes les techniques dont vous allez avoir besoin après avoir passé la journée sagement assis à écouter les conférences ou la tête complètement cassée sur votre smartphone. Donc on se retrouve juste là. Moi, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais on se reparlera de mon cou en fait. Parce que
comment ça s'appelle là, le coup? Le TechNeck. Le tech. Le TechNeck, si Neck, tu regardes oui. n'importe qui prend le train, l'avion, le métro, Oui. on est tous comme ça. C'est ça. Ça fait du boulot pour les Et ça ostéopathes, fait mal, mais des prévenir, fois. c'est Ouais, plus ouais, simple tout que de à fait. guérir. Tout à fait. Je ne sais pas si Béatrice connaît ce sujet-là. Béatrice Todou, vous êtes, merci Anne-Charlotte, responsable observatoire et service aux branches chez Malakoff Humanis, et vous accompagnez notamment les partenaires sociaux dans l'offre de services en matière de prévoyance et de santé et dans les sujets aussi variés que la mutation des métiers. J'ai tout bon ? Vous avez tout bon. Super. Alors, on parle, effectivement, on est dans un contexte ici au niveau local, mais au niveau national, au niveau français, finalement, il y a un paradoxe en France où les attentes sont très fortes en ce qui concerne ce que doit apporter le travail. Et finalement, il y a aussi en face beaucoup de critiques. Donc, comment on peut expliquer ce paradoxe français ? Ce paradoxe français, là, notre conférence, elle porte sur le bonheur au travail. Et donc en majeur sur le travail. Mais on va retrouver dans tous les champs de la vie. C'est-à-dire que quand on a des comparaisons internationales, des travaux sur l'Europe, la France va se différencier avec un niveau de satisfaction global, quel que soit le thème mesuré, plus critique, plus décalé que nos voisins européens, nos voisins allemands, nos voisins anglo-saxons, nos voisins espagnols, italiens. Donc vraiment, quand on est patron d'entreprise, quand on anime des équipes, il y a vraiment à gérer à la fois une attente qui est plus forte que chez nos voisins. C'est-à-dire que cette question de bonheur, peut-être qu'on trouve que le terme bonheur, c'est un peu too much, et je pense que Julia et Ariel vont revenir là-dessus, mais il y a bien une attente de satisfaction, de niveau d'épanouissement qui est plus fort que dans des pays avec une vision beaucoup plus contractuelle du travail. Donc là, on va retrouver quand même cette attente vis-à-vis des fondamentaux du travail, et même s'ils prennent des formes différentes aujourd'hui, Anne-Charlotte nous parlait d'hybridation, de télétravail, aujourd'hui, les composantes, sur 15 ans, elles n'ont pas changé. On va retrouver la qualité de l'équipe, quand vous venez le matin, avec qui vous bossez. Et ça, ça fait la satisfaction, ça fait la fidélisation et ça fait la capacité à se projeter. Et ensuite, qu'on soit dirigeant d'entreprise, qu'on soit opérateur, qu'on soit employé, il y a le sens de son travail et la qualité du projet dans lequel on l'exerce. Donc là aussi, et ça, c'est le job des entreprises, de donner cette lisibilité. Je pense qu'on a beaucoup parlé du projet, de la créativité, mais comment, dans tous les métiers, dans des métiers qui ne sont peut-être pas aussi enthousiasmants que développer des nouveaux outils pour les créatifs du monde entier, comment on arrive à animer et faire ce plaisir. Et troisième point, et ça aussi, ça incombe aux entreprises, la politique de rémunération, parce que Laurent nous parlait des temps plus anciens, mais en dessous d'un certain niveau de rémunération, et quand on a le sentiment que la politique de rémunération n'est pas équitable, on n'est pas épanoui dans son travail. Donc ça, et bien sûr, plus le niveau de rémunération est bas, plus ce niveau d'insatisfaction est fort. Donc ça, on va le retrouver, et cette équation, pour un chef d'entreprise, il doit jouer avec le terrain socio-culturel qui est le sien. Et même aussi, on a le plaisir d'être à Montpellier. Dans son bassin d'emploi, il y a aussi une couleur locale. Et ça va jouer bien sûr sur ses fondamentaux et les marges de manœuvre qu'on a à notre disposition. Merci Béatrice. On va continuer dans cette partie que j'aborde maintenant. Et on va essayer de répondre à cette question, en fait, avec Julia de Funès, le bonheur au travail, la grande illusion, donc avec ce point d'interrogation. Bon, je crois qu'on avance un peu tous dans la même idée, là, dans ce que j'entends. On vous connaît, Julia, comme philosophe, auteur, essayiste. Vous intervenez aussi dans les grandes entreprises pour partager justement votre savoir et accompagner sur des sujets de réflexion tels que le sens du travail, dont on vient de parler, là. Mais aussi la mise en place de process adaptés et plus humains, mais aussi sur le management, le changement, le développement personnel, ou le leadership. Alors souvent, votre approche est à contre-pied, on va dire, sur certaines théories. Et justement, face au désenchantement des salariés, les services RH pensaient avoir trouvé la solution, c'est-à-dire s'occuper de leur bonheur, finalement une idée que vous étriez complètement dans le livre que vous avez coécrit avec Nicolas Bouzou, La comédie inhumaine. Alors,
Oui, d'ailleurs, vous avez vu qu'en commençant, on a dérivé très vite du bonheur au sens du travail. On n'arrive pas à définir le bonheur et donc on dérive très vite vers le sens du bonheur ou l'absence de souffrance, mais on n'arrive pas à le définir. Donc pourquoi j'ai critiqué ce bonheur ? Je ne suis pas pour le malheur en entreprise, évidemment que non, mais je trouve que le bien-être et le bonheur en entreprise est devenu un process. J'entends pas par process simplement les normes réglementaires dont on parlait ce matin, mais j'entends par process des manières de faire, des normes comportementales, des normes managériales. On le fait, on s'y met parce qu'on doit s'y mettre, mais on ne sait pas vraiment pourquoi on s'y met, mais si on ne s'y met pas, on paraît ringard. Et le bien-être, comme beaucoup de choses, comme la bienveillance que tu as évoquée tout à l'heure, comme le collectif, comme les team building, etc., sont devenus des process, c'est-à-dire des normes comportementales. J'aime pas cette manière de raisonner, bien sûr. Et sur le bonheur, pourquoi j'ai critiqué ça ? Rien que pour 3 raisons qui me paraissent fondamentales. C'est que, 1, si je demande dans la salle quel serait votre bonheur ou votre bien-être, parce qu'il y a des coachs très subtils qui sont en train... ça y est, je vais m'énerver. Je ne peux pas rester Julia, 3 minutes sur ce thème sans m'énerver. En plus, regardez, moi, je suis tout gentil, en plus. Faut pas s'énerver. Qui me disent, non, mais il faut distinguer bien-être et bonheur. Le raisonnement est bon pour les 2 termes, donc j'englobe. Si je vous demande dans la salle quel serait votre bien-être ou votre bonheur demain, j'aurai autant de réponses que de personnes dans la salle. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que le bonheur ou le bien-être est une affaire individuelle, subjective, c'est une affaire entre soi et soi-même. Et je déteste toutes les politiques au sens, toutes les injonctions au bonheur. On va vers ça pour ton bien, il faut se méfier. Quand quelqu'un nous dit « fais ça, c'est pour ton bien », il faut se méfier. En général, c'est toujours pour le sien, c'est une loi existentielle, basique, humaine. Et tous les grands drames historiques ont toujours été commis au nom du bien et du bonheur de l'humanité. Donc c'est un des pires arguments, le bien et le bonheur des autres. Ça uniformise, ça veut homogénéiser, ça veut uniformiser quelque chose qui est subjectif et qui n'est qu'une affaire entre soi et soi-même. Deuxièmement, c'est un état très contingent, on le sait tous. On peut être très heureux 3 semaines, très malheureux les 6 semaines d'après. Et enfin, rien que pour ces 3 raisons, ça excède la sphère strictement professionnelle. Si mes enfants sont très malades demain, je serai très malheureuse à mon travail, quand bien même tous les artifices bonheuristes sont mis en place. Et c'est pour ça que j'ai critiqué ce process, c'est que donc pour ces 3 raisons philosophiques, on voit bien que parler de bonheur ou tomber dans l'injonction au bonheur est un non-sens. Et résultat, comme on n'y arrive pas, et ben les pauvres entreprises ont dévié vers des artifices bonheuristes. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour soi-disant rendre les gens plus heureux ? On a fait des rooftops végétalisés avec des pots de miel, des tomates citrouilles, des bocaux de bonbons, des consoles de jeux, toute la panoplie de... du yoga en entreprise. Les baby-foot. Non, j'aime trop Anne-Charlotte. Commencez pas à me créer d'autres ennemis, j'en ai déjà. Et des baby-foot et tout le genre de gadgets bonheuristes. C'est prendre les gens pour des imbéciles, même pas heureux, comme le voudrait l'expression, mais malheureux, que de penser que ces artifices, qui sont très sympas, un cadre de boulot agréable, c'est pas ce que je critique, mais penser que ça va rendre les gens heureux, c'est vraiment l'illusion, le non-sens par excellence. Donc voilà, donc je suis pas pour cette mode-là, et très souvent, le raisonnement un peu pernicieux sur le bonheur dans lequel beaucoup d'entreprises sont tombées, et qui me semble être un paralogisme qui inverse la cause et la conséquence, c'est de dire, et ça on l'entend vraiment à longueur de journée, les gens heureux au boulot seront plus performants. C'est pour ça que l'entreprise s'occupe du bien-être et du bonheur. C'est évidemment dans un souci de performance ce qui est une légitimité non contestable pour l'entreprise. Mais c'est un faux raisonnement, parce que quand est-ce que vous êtes heureux dans vos vies ? Quand est-ce que nous sommes heureux dans nos vies ? Le bonheur est toujours la conséquence d'une obtention, d'une action, d'une rencontre. Quand est-ce qu'on est heureux ? C'est quand on a réussi quelque chose, rencontré quelqu'un, c'est toujours une conséquence. Donc le raisonnement qui consiste à dire parce qu'on est heureux, on va être beaucoup plus performant est un faux raisonnement, parce que le bonheur ne tombe pas du ciel, c'est pas un état qui from scratch qui part de rien, c'est toujours la conséquence. Donc je crois exactement l'inverse, c'est pas parce qu'on est heureux qu'on va être plus performant au travail, mais c'est parce qu'on a la possibilité d'agir et d'être performant qu'on va se sentir beaucoup plus heureux au travail. Donc je vois pas le bonheur comme une condition de performance, mais comme la conséquence d'une action, sinon d'une performance possible. Alors dans votre livre... Vous êtes sympa. Évidemment. Dans votre livre, le développement impersonnel, le succès d'une imposture, vous étriez justement et vous dites... Ça se passait bien jusque-là. Voilà. Pourquoi les préceptes du développement personnel échouent-ils, Julia ? Je sais que vous avez la réponse, donc je l'attends. Alors écoutez, non, mais c'est parce que le développement personnel, pareil, et d'ailleurs la mode du bonheur en entreprise est venue des États-Unis, du développement de la psychologie positive et du développement personnel. Il faut tout positiver, ce que je critique.
c'est cette manière d'uniformiser encore les gens. Et quand vous ouvrez des ouvrages de développement personnel, pour la plupart, si vous les analysez un peu, vous rencontrez toujours les mêmes rouages psychologiques. Ils appuient sur les mêmes choses. Donc je trouve qu'il y a énormément pas de manipulation au sens malveillant, mais d'artificialisation dans ces ouvrages, qui prétendent parler du moi, le développement personnel, de votre petit moi, comme à des millions d'autres. Donc il n'y a rien de plus impersonnel que le développement personnel, puisqu'on va tous lire le livre qui va vous parler de votre singularité la plus intime. Donc c'est une contradiction en soi. Et en plus, je trouve que très souvent, les recettes comportementales sont beaucoup plus liberticides que libératrices. Et c'est pour ça que j'ai critiqué ces ouvrages. J'ai critiqué, contrairement à ce qu'on a dit, j'ai pas critiqué les coachs en tant que tels. Pas les personnes, mais je critique ce métier qui, la plupart du temps, ne sort de nulle part. Et ça y est. Et dedans, je rentre les CHO que vous avez évoqués, les Chief Happiness Officers, qui sont pour moi des emplois fictifs parce qu'ils s'occupent d'une fiction qui est le bonheur. Et j'ai expliqué pourquoi on ne peut pas gérer le bonheur. C'est aberrant. Et le problème dans notre société, c'est qu'on a beaucoup d'emplois qui sortent de nulle part, où les gens font des formations débilisante, je vous assure, j'en ai suivi, débilisante de 3 semaines sur Internet ou de 18 semaines sur Internet, et puis après on peut mettre une plaque devant chez soi en écrivant coach. Il n'y a aucune reconnaissance académique d'État. Donc ce ne sont pas les personnes que je critique, bien sûr, mais c'est cette absence de rigueur sur des métiers qui prétendent s'occuper du psychisme des gens. Donc pourquoi ça ne me viendrait pas à l'idée de me faire opérer du genou par un chirurgien qui a fait une petite formation sur Internet de 18 semaines. Et je vous prends la plus forte pour le coaching. Mais pourquoi, pour mon esprit, j'aurais moins de considération? Donc je trouve que c'est un métier qui doit gagner en rigueur, gagner en reconnaissance. Et c'est pour ça que j'ai essayé de dévoiler dans ces ouvrages-là tous les rouages, toutes les idéologies qui sont transmises à travers ces ouvrages et à travers, la plupart du temps, les coachs qui les utilisent, et qui, pour moi, enferment l'individu plus qu'il ne le libère. Merci Julia, on vous retrouve un petit peu après, donc on va continuer. Alors, au passage, une petite pensée pour tous les coachs qui sont dans la salle. Voilà. Ils ne sont pas là, ils me détestent. Donc. Ils sont restés, hein. Ariel Wiesman, vous êtes avec nous et c'est un grand bonheur de vous avoir avec nous. On vous connaît, journaliste, comédien, animateur de radio. On se rappelle de vous comme chroniqueur sur Canal+, aux côtés d'Ali Badou, dans la nouvelle édition. On vous retrouve aujourd'hui entrepreneur. Vous allez nous raconter un petit peu cette aventure avec une marque Miniso que vous lancez, qui est une marque chinoise. Alors déjà, quand on dit ça, ça pose un peu le truc dans l'ambiance actuelle. Donc, vous allez nous expliquer tout ça avec 3 fondateurs. Cette franchise... c'est des accessoires, enfin oui, des accessoires, mais plutôt de qualité, on va dire. Il faut déjà préciser, parce que marché, travailler avec les Chinois, enfin, on lance déjà le sujet avec vous là-dessus. Alors, je pense que par rapport au thème principal de cette conversation, c'est assez secondaire, mais c'est vrai que... Non, mais c'est intéressant d'entendre votre parole d'entrepreneur. Eh ben, écoutez, moi, de toutes les façons, je me sens un peu alien dans cet aréopage parce que j'ai pas la sensation dans ma vie d'avoir travaillé, sauf depuis que je suis entrepreneur. Mais pour ceux qui seraient tentés d'admirer les personnalités qui se produisent dans les médias, je peux dire avec humilité et sans me foutre de la gueule de quiconque que c'est pas un travail difficile et que ça n'est pas quelque chose qui est de l'ordre des contraintes que vous tous en entreprise, vous pouvez expérimenter chaque jour. C'est un plaisir quotidien. Je me souviens que le philosophe situationniste Guy Debord avait écrit sur un mur de la rue de Seine: ne travaillez jamais. C'est l'impression que j'ai eue au long de ma vie parce que se sentir un peu léger, pouvoir dire ce qu'on veut, être écouté sur un plateau, je vous rassure tous, c'est peut-être pas la recette du bonheur, mais en tout cas, ça n'est pas très difficile et ça ne demande pas des capacités intellectuelles hors normes. Je le dis très humblement. Ceci étant dit, depuis que je suis entrepreneur, effectivement, le fait d'être dans un développement assez agressif, d'avoir fait en 14 mois 12 boutiques et puis de continuer, d'aller jusqu'à 150 en 5 ans, c'est un projet d'une telle exigence que ça permet de se poser des questions sur le thème d'aujourd'hui. Donc moi, je suis heureux au travail parce que j'ai la sensation
de m'être régénéré dans ce que j'ai fait et dans ce changement de vie. Mais lorsque j'entends des gens qui me disent qu'ils ne trouvent plus de sens à leur vie, que leur travail leur cause des doutes et qu'ils ont décidé de prendre un virage, je me dis qu'il y a dans toute la société un discours diffus comme ça, d'injonction au bonheur, pour reprendre l'expression de Julia, et qui est en quelque sorte dangereux, et dangereux dans les destins personnels. Parce que si une société considère que le bonheur doit être confié au travail, confié à une entreprise, confié, et c'est sans mépris du tout, à des patrons, c'est qu'il y a un malaise. Parce que ce que l'on lit dans la Genèse, et je pense que toute quête de sens est religieuse en quelque sorte, c'est une forme de religion inconsciente. Ce qu'on lit, c'est que la première malédiction, c'est tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, et la première bénédiction, c'est croisser et multiplier. Ça veut dire que le travail est de toutes les façons une contrainte, une difficulté que l'homme endure, et d'ailleurs accessoirement l'enfantement pour la femme dans le même texte, et la famille, les liens, l'altérité, la communauté, c'est ça qui équilibre. En fait, c'est ça, le bonheur, c'est l'équilibre des deux, forcément. Je ne crois pas au fait qu'on puisse aller rire de son fait, de sa propre volonté derrière un bureau. Ça me paraît une utopie, et une utopie dangereuse, et qui a fait que pas mal de gens ont lâcher en quelque sorte la proie pour l'ombre, la tentation des carrières artistiques, la tentation du voyage, beaucoup de tentations qui finalement finissent par déséquilibrer des vies et mettre les gens aux antipodes du bonheur. Or, le bonheur, je pense, est quelque chose qui s'acquiert. Le sens de la vie n'est pas donné, c'est quelque chose qui se construit. Le bonheur, c'est une construction, et une construction qui vient énormément d'un travail intérieur et d'un travail avec l'altérité. Le travail intérieur, c'est d'acquérir ce qu'on peut appeler l'eudémonia en grec, c'est-à-dire en fait une sorte de plaisir qui dure et de tranquillité. Et ça s'obtient de manière extrêmement diverse. Mais il y a le rapport à la nature, naturellement, il y a l'approfondissement des connaissances, il y a la valorisation de l'acte de travail. On parlait tout à l'heure d'aliénation digitale, mais aujourd'hui, lorsque tout se passe derrière un ordinateur, on n'a plus la sensation de l'homme qui cueille un fruit, on n'a plus la sensation de l'homme qui finit une poterie, on n'a plus les sensations de voir le résultat de son travail et de le comprendre physiquement, de l'assimiler physiquement. Ce sont des choses qui sont importantes, et je crois qu'on pourra faire tous les stages de motivation et de développement personnel qu'on veut, on ne remplacera pas ça. Du reste, vous constaterez qu'il y a un fond profondément sectaire dans le développement personnel, puisque toutes les grandes sectes modernes sont fondées sur le développement personnel, la réussite, le cheminement, le fait de pouvoir faire de soi, je reprends encore ici le centre du monde, de faire de soi un gagnant. La scientologie n'a commencé que là-dessus. Et cette illusion de la réussite, qui est une illusion narcissique, qui se double aussi de l'illusion du bonheur, fait qu'aujourd'hui, les personnalités qui sont peut-être un peu plus contrastées, un peu plus interrogatives, un peu plus introspectives, peut-être un peu plus négatives parfois, sont discriminées. Et dans les entreprises, c'est très difficile de ne pas avoir l'air d'être fit, heureux, positif. Et finalement, vous constaterez que des gens qui sont peut-être plus effacés, moins solaires, obtiennent des résultats peut-être plus évidents dans certaines entreprises. Et je voudrais qu'on pense à eux aussi et qu'on restaure leur qualité. Merci Ariel. Ce qui est très difficile pour moi, c'est que je suis tellement à écouter ce qu'ils disent que j'oublie des fois que je suis l'animateur. Donc voilà. Donc je vais essayer déjà de vous dire là, au stade où on en est, ce qu'on va faire maintenant. On va faire un petit tour de table comme ça. On va éviter plusieurs sujets. On va aborder plusieurs sujets. Et puis après, je propose à Julia de faire un peu la synthèse de ce qu'on aura dit, et puis surtout d'enchaîner avec ce que ça lui aura inspiré.
Voilà. Puis on fera un salut au soleil et un atelier du rire. Ma foi, ma foi. Non, Pourquoi ce qui pas. est bien avec Julia, c'est qu'elle a économisé, je pense, pas mal de stages de développement personnel à tous les patrons qui sont là. Vous vous êtes tous dit, ah ben ça là, je vais économiser là cette année. Alors, peut-être une question un peu générale. Est-ce que finalement, vu tout ce qu'on s'est dit là ce matin, est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de dire demain, je veux faire accéder au bonheur à mes salariés, à mes collaborateurs? Est-ce que c'est son rôle, Laurent? Moi, je ne trouve pas. Je ne trouve pas, ça me fait même flipper complètement. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut gérer mon bonheur, je pense qu'on est un certain nombre d'entrepreneurs ici, c'est qu'on veut prendre un petit peu notre vie en main, et quelqu'un qui va nous définir finalement le sens de ce qu'on doit faire et notre position sociale et notre état d'esprit, c'est pas notre trip, quoi. On est plutôt en train de se dire, non, nous on veut prendre notre destin en main. Donc c'est quand même assez curieux de se dire que, en ce qui nous concerne, entrepreneurs, on veut garder cette liberté, on veut surtout pas qu'on nous le définisse, et du coup on va le définir pour nos employés. Ça me paraît assez paradoxal. Alors il se trouve que j'interviens également dans pas mal d'entreprises qui me demandent des conseils sur tout ce qui tourne autour du bonheur, de la raison d'être, du sens, de beaucoup de choses comme ça. Moi, j'ai rencontré un certain nombre d'entreprises et d'entrepreneurs qui n'avaient absolument pas réfléchi à ça, c'est-à-dire qui n'avaient pas développé ces grandes rhétoriques-là, et avec finalement un turnover très limité, une entreprise performante, des gens qui étaient plutôt... Enfin, il y avait une bonne ambiance, je ne sais pas si les gens étaient heureux ou sous extase, mais enfin, en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils appliquaient, mais avec, j'allais dire, une efficacité redoutable, ce qu'il y a écrit dans un bouquin. Alors, le lisez pas, parce que, en gros, vous lisez le titre et la préface et vous avez tout compris aux 300 pages qui suivent. Ça s'appelait, je crois, Objectif zéro salcon. Donc, objectif zéro salcon, ça parle du salconisme. Le salconisme en entreprise, c'est-à-dire la capacité d'un certain nombre de personnes à être nuisibles. Et quand vous avez des managers qui sont nuisibles parce qu'ils ne sont pas attentifs, parce qu'ils sont pervers narcissiques, parce qu'ils font, ils ont une capacité destructrice qui est bien supérieure à tout ce que vous pouvez raconter dans votre charte en 5 points et dans les opérations de donner un peu de temps aux uns aux autres pour qu'ils fassent autre chose que travailler et pour s'épanouir dans la vie. Donc en gros, si vous n'avez pas forcément beaucoup d'idées sur comment rendre les gens plus heureux en étant bienveillants, concentrez-vous sur comment éviter les gens qui rendent leurs collaborateurs malheureux et qui sont malveillants. Donc déjà, la bienveillance, ça peut commencer par l'arrêt de la malveillance. Voilà. Alors, deux questions. Alors, Julia y a un peu répondu tout à l'heure, mais existe-t-il une corrélation finalement entre le bonheur individuel et professionnel? Et puis après, une autre question, alors je ne sais pas qui pourra répondre, mais je pense que vous avez plein d'idées. Comment on pourrait mesurer justement ce bonheur? Qui c'est qui se lance dans la réponse? Ah, c'est compliqué, oui. Tu refuses. Il ne faut surtout carrément pas essayer. Au secours. Oui. La question de le bonheur, doit-il devenir un KPI? Est-il mesurable? Doit-on faire des sondages tous les jours pour voir si les gens sont bien, pas bien, stressés, pas stressés, heureux, malheureux, sachant que tout cela dépend de la dernière interaction qu'ils ont eue avec leur manager? Vous aurez beau y passer des heures à essayer d'éplucher les statistiques et les diagrammes, vous en deviendrez vous-même très malheureux. En revanche, je pense que si quelqu'un est foncièrement malheureux dans une entreprise, on est entré dans une ère où il ne va pas rester. Ou en tout cas, il ne faut pas essayer de le garder à tout prix, puisqu'on est sur un marché de l'emploi qui est tendu, on est sur un marché de l'emploi qui se libéralise avec des auto-entrepreneurs qui se lancent en freelance, qui n'ont plus peur de se mettre en indépendant. Et peut-être que leur bonheur individuel résidera dans cette liberté, plutôt que dans attendre que mon entreprise résolve tous mes problèmes, ce qui n'arrivera pas. Et donc moi, je suis assez convaincue que mesurer le bonheur est une chimère, et même les meilleurs ingénieurs du monde surtout ne devraient pas essayer de le faire, mais qu'en plus, laissons la liberté, un maximum de liberté aux salariés de définir les éléments qui les rendraient
bien au travail et qui vous permettront à vous, patrons, d'attirer et de retenir les meilleurs talents. Et on voit que les États-Unis sont énormément en avance sur nous, qui ont fait du télétravail un argument vraiment, mais de base, un prérequis, un acquis pour tout le monde, par exemple, alors qu'en France, on est plutôt en train d'aller sur parfois des conflits entre les salariés et l'entreprise qui a envie de faire revenir les gens au bureau à juste titre pour garder le lien, pour onboarder efficacement et pour construire un ADN. Mais à mon avis, plus on donnera la liberté de définir chacun les éléments de son, j'aime pas le bonheur, mais de son adéquation avec son poste, et plus vous dormirez la nuit et plus l'entreprise sera disons, correcte. Ariel veut réagir. Bon, je ne sais pas pourquoi vous me donnez la parole, mais je peux la prendre, il n'y a aucun problème. Je croyais vous teniez le micro tellement près. Non, mais avec plaisir. Moi, j'ai pu constater que le télétravail est un droit maintenant. On n'a pas du tout mesuré son efficacité. On n'est absolument pas sûr du fait que la productivité reste la même avec le télétravail. Il est devenu une sorte de truc obligatoire de la part des employeurs et une source aussi de caprice dans un marché effectivement en tension. Le télétravail, très souvent, il y a une forme d'isolement social, il y a une forme de sortir des règles, des process, etc., qui peut être parfois intéressante. Il y a une forme d'aliénation à Zoom, etc. également. Mais je pense que ce n'est pas forcément la chose la plus intéressante qui a été inventée dans le monde du travail récemment. Voilà. Alors, côté employeur, merci Ariel, côté employeur, que ce soit peut-être Béatrice ou Olivier, peut-être vous pouvez répondre à cette question. Est-ce que finalement, l'équation salarié heureux, salarié rentable, est-ce qu'elle ne se pose pas finalement du point de vue de l'entrepreneur? Oui, il vaut mieux engager des gens heureux. Et par là, en fait, merci. Économique. Merci. Et Olivier pour totalement, la réponse. Et par là, en fait, moi, je vais prendre les choses à l'envers. Le bonheur au travail, c'est pas ce qui est le plus important. En fait, si on prend un peu plus de hauteur, il y a 5 fondamentaux clés qui sont la santé, la famille, les amis, l'âme et le travail. Et c'est ça qui rend heureux. Et en fait, à chaque moment de vie, ça se durcit de plus en plus. Quand on a une vingtaine d'années, la première boîte, j'avais 20 ans, on peut bosser comme un dingue, on a une santé de fer, en général. La famille seront là pour rattraper quoi qu'il arrive, les amis aussi, le mental, voilà, vous êtes indestructible. Et les années passant, vous avez 30 ans, 40 ans, imaginez ces 5 principes comme des balles en verre. La santé, on ne peut pas jouer 2 fois. Quand ça se casse, c'est fini. La famille, pareil. Donc, qu'est-ce qui rebondit? Quelle est la balle qui pourrait rester en mousse? Mais en fait, c'est le travail. Et en fait, voilà, le plus important, c'est sa santé, ses proches, la famille, son mental, faire du yoga, être bien dans sa tête. Et à côté, le travail, ça fonctionnera toujours, ça rebondira toujours. Donc, le point de départ, c'est pas le travail, c'est en effet au quotidien. Comme tu expliquais, c'est un travail au quotidien, c'est ressorti plusieurs fois. Si on est heureux soi-même, avec sa famille, ses proches, etc., prendre soin de soi, le travail, après, ça viendra comme une évidence. D'une manière générale, le fait de demander au travail de nous rendre heureux, aujourd'hui, c'est un symptôme de malaise. C'est-à-dire que dans le reste de la vie, les choses ne sont pas organisées comme il le faudrait. Et c'est vrai que personne n'aurait l'idée d'aller demander à son patron « Vous ne pouvez pas parler à ma femme pour qu'elle soit plus sympa avec moi ?» Je veux dire que c'est un peu ça ce qu'on fait. Des fois, la femme travaille dans l'entreprise. Hein. Comment? Des fois, la femme travaille dans l'entreprise. Oui, en plus. Oui. Voilà. Ou alors, c'est même le patron. Béatrice, tout doux. Alors, moi, je pense que quand même, ce qui incombe à l'entreprise, dans tout notre débat, c'est quand même on est à une période de mutation sociétale majeure. On en a parlé. Je pense que le télétravail, l'hybridation, qu'est-ce que c'est aussi d'évoluer dans un job? On ne peut pas télétravailler, parce qu'il y en a plein. Vous êtes dans la santé, on ne peut pas télétravailler. On est chirurgien, on ne télétravaille pas. Donc là aussi, comment
on se projette, et ça, je pense que nous, au sein de Malakoff Humanis, on a mis en place une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le travail qu'on ne subit pas, mais le travail avec de la prospective. Julia de Funès est intervenue aussi, pour nous nourrir et pour créer le collectif, et en réfléchissant au travail de demain dont on a envie, et avec cette idée aussi d'empowerment, qu'est-ce qu'on construit ensemble et en se projetant. Et ça, aujourd'hui, les employeurs, même s'il y a des choses qui étaient naturelles dans le passé, dans cette équation d'épanouissement professionnel, là, il y a un vrai job et une vraie mutation en cours pour attirer, pour fidéliser et pour pérenniser son projet d'entreprise. Merci Béatrice. On avait évoqué en préparant cette table ronde un sujet, j'y pense là, Laurent, qui était intéressant, c'est celui de la moralisation au sein de l'entreprise, et justement avec les modes qui... Est-ce qu'on peut, juste avant d'écouter Julia de Funès faire la synthèse, Julia. Voilà, mais je trouve... Pardon ? Je dis d'écouter religieusement, Julia. Oui, évidemment. Mais déjà, on va t'écouter, toi, attentivement. Alors, on est en plein dedans sur la moralisation. On a cité beaucoup l'exemple américain, donc qui effectivement, beaucoup de choses ont commencé là-bas et sont arrivées ici. En général, quand quelque chose vient des États-Unis, on a 15 ans de retard, donc au moment où on commence à l'adopter, c'est déjà fini là-bas. Qu'est-ce qui est en train de se passer aux États-Unis ? Les entreprises, en fait, ont travaillé tout ce qu'on vient de se dire. Alors d'abord, il faut voir les différences de culture. Les Américains ne sont pas comme nous, ils n'ont pas un sens de l'État qui doit incarner, on va dire, la vision homogène d'une nation. Et ce qui nous permet de nous engueuler tous les vendredis soirs au bistrot. Eux, ils font ça différemment. Ils ont délégué au secteur privé des responsabilités extrêmement fortes, ce qui fait qu'ils ont des groupes encore plus puissants que les nôtres. Et ça ne les choque absolument pas d'avoir des groupes privés qui vont avoir un impact sur le monde extrêmement fort. D'où l'impact d'innovation privée qui aujourd'hui ont déjà changé notre vie. On a tous des smartphones dans la poche, merci Apple, on a tous des réseaux sociaux, merci Facebook, etc., etc. Donc l'entreprise est complètement vue là-bas comme le moyen le plus efficace de changer le monde, beaucoup plus qu'une conférence des nations où tout le monde va parler pendant 25 ans sur une mesurette, où en plus chez nous ça génère des manifs, des blocages et des machins. Donc eux, ils se sont dit, attendez, un entrepreneur qui a une vision du monde, il lève de l'argent, il fait le truc, ça change le monde. Ça veut dire que l'entreprise est un outil, une géographie de pouvoir extrêmement puissante. Que veulent les chapelles moralisatrices que nous avons tous autour de nous et dont parfois nous faisons partie, c'est de prendre une partie du pouvoir, en tout cas d'influencer une partie de ce pouvoir qu'ont les entreprises, de changer le monde, pour y balancer nos petites idées. Et donc, les luttes que nous, on voit avec des partis politiques, des trucs comme ça, eux, c'est complètement dans les multinationales. Donc là, en ce moment, on a vu pendant très longtemps un mouvement très progressiste gagner les multinationales. On voit que c'est parfois en train de dériver en wokisme, qui a lui-même généré une réaction dont personne ne parle vraiment. En tout cas, il n'y a pas un lien de cause à effet évident dans les analyses, mais qui a donné le trumpisme. Si vous voulez, c'est qu'à force d'avoir un message qui commençait à s'extrémiser sur le progressisme, il y a des gens qui se sont extrémisés sur l'antiprogressisme. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu un certain nombre de grandes entreprises comme Disney prendre parti sur des débats sociétaux et se faire sanctionner par un gouverneur des États-Unis comme celui de la Floride, qui était de l'autre bord. Donc c'est-à-dire que les entreprises qui ont au début accepté cette moralisation, j'allais dire, où tout allait dans le même sens, personne ne s'est opposé à ça. Donc c'était en fait, moi j'appelle ça les résistants de 1946, vous savez, c'est quand il n'y a plus de guerre à mener, tout le monde est résistant. C'est ouais, non, mais je suis d'accord et tout. Attends, moi je vais dire que je suis pour la communauté machin, je suis pour la... Évidemment, personne ne va vous dire le contraire. Donc ça, c'est plutôt facile. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis ? On voit une Cour suprême qui a pris un certain nombre de mesures qui nous paraissent surprenantes et qui reviennent sur ce que nous, on considère encore comme des droits absolument, sociétaux absolument éternels, inaliénables, etc. Ça, c'est en train d'arriver du coup dans les entreprises, parce que les entreprises ont prêté le flanc à la politisation de leur action et se mettent, comme on a pu l'entendre parfois ce matin, non plus au service d'un client, mais au service d'une cause.
Et quand vous mettez au service d'une cause, eh ben, si le client il n'est pas d'accord avec cette cause, ça va poser un problème. Et si le collaborateur qui est censé servir le client n'est pas non plus d'accord, eh ben, il va se barrer. Donc, je vous annonce, mesdames, messieurs, que si on continue à effectivement toute la doxa, etc., eh ben, les engueulades du bistrot, on va les déménager à la cafette. Et là, je souhaite bon courage aux gens qui seront j'allais dire décisionnaires et en charge de la rédaction du menu de la cantoche, parce qu'il va falloir avoir une expérience de casque bleu, tellement ça va être compliqué. Voilà. Il y a un très bon livre aux États-Unis qui est sorti là-dessus, que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Woke Inc., et qui raconte la puissance des cabinets de conseil, des consultants en matière de diversité, d'égalité, etc. etc. Et le business que ça représente aujourd'hui est invraisemblable. Et messieurs, vous venez d'économiser des stages, et mesdames, des stages de développement personnel, mais vous avez une autre dépense qui arrive bientôt. Merci à vous deux. Alors justement, Julia, vous pouvez prendre votre micro parce que c'est le moment de... On a eu toutes ces belles interventions tellement inspirantes. Justement, quelle est votre réaction sur ce que vous avez entendu, ce qui vous a interpellé, là où vous êtes d'accord, là moins d'accord, et puis après on échangera avec vous justement sur le sens donné au travail. D'accord. Écoutez, je vous remercie de me donner ce temps de parole de fin, que je ne mérite pas plus que les autres, mais enfin je suis très contente de l'avoir quand même. Et juste ce qui ressort, je trouve, de chacun des points de vue, il y a un point commun. C'est maintenant qu'on a déconstruit la notion de bonheur en montrant qu'on n'y croyait pas franchement. Mais à chaque fois, ce qu'on a opposé de manière positive, c'est l'action, l'empowerment, comme vous avez dit toutes les deux, le travail qui ne s'arrête jamais. Autrement dit, c'est quelque chose qui fonctionne systématiquement. Ariel a dit que le bonheur, c'était une construction. Donc moi, j'aimerais insister, parce que je crois que les conditions plus existentielles d'un bien-être en entreprise, si tant est qu'il puisse être, résident dans des conditions d'action. Quand on se sent actif, c'est-à-dire au sens étymologique du terme, acteur, auteur de sa vie professionnelle comme de sa vie personnelle, c'est exactement les mêmes ressort, je crois comme je l'ai dit tout à l'heure, on se sent beaucoup mieux au travail. Et ça veut dire quoi? Il ne suffit pas de dire ça, mais l'action au sens vraiment être acteur, être une personne, être un sujet humain. Vous voyez, moi j'en peux plus des phrases, souvent lors des kick-offs de fin d'année, on va remettre l'humain au cœur, on va remettre l'humain au centre, l'entreprise ne serait rien sans les hommes et les femmes qui la constituent, etc. On n'en peut plus. La plupart du temps, c'est de la flûte, parce que c'est un slogan. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si on pense à ce qui rend les gens, ce qui valorise les gens, à les rendre plus humains, ça veut dire de les considérer comme des personnes, comme des sujets, c'est-à-dire comme des autonomies. Et ça suppose, je ne vais pas être exhaustive, loin de là, en 15 minutes, même en plus je ne le serai pas, mais ça suppose au moins 3 choses. La première chose, c'est qu'on n'a pas affaire à des personnes. On n'est pas actif, on n'est pas autonome dans sa vie si on n'est pas capable de prendre un risque dans la décision qu'on prend. Toutes les grandes actions dans vos vies ont toujours présupposé un risque. Je ne parle pas de l'agitation, je ne parle pas d'appliquer des procédures, etc. Je parle d'agir véritablement, ça suppose la prise de risque, c'est-à-dire avoir cette capacité à jouer avec les contingences, à jouer avec les aléas et à se dire, parfois il y a moins de risques à en prendre un qu'à ne pas vouloir en prendre du tout. C'est très compliqué dans les entreprises et dans notre société parce qu'on est dans un précautionnisme absolument sclérosant, mais c'est ça l'intelligence d'action humaine, c'est cette capacité parfois à s'affranchir des process. Ça ne veut pas dire, quand je dis ça, que je ne suis pas naïve au point de penser qu'une société peut vivre sans procédure et qu'il faut envoyer tout balader. Ce n'est pas du tout le sujet. Mais ne jamais faire du process, et ça rejoint vraiment la discussion de ce matin, ne jamais faire du process le sommet des priorités au détriment du sens de la situation. Et quand on fait du process le sommet des priorités, on ressemble à une intelligence artificielle très bas de gamme, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de beaucoup plus que ça. Je prends... Bon, j'ai peut-être pas le temps d'un... j'ai le temps d'un exemple ou pas? Je suis pas sûre. Un exemple, oui, bien sûr. Ça fait 5 ans que je vais 2 fois par mois dans la même entreprise, hors Covid. Donc ça fait un certain nombre de fois que je rentre dans le hall d'accueil, marbré, immense, avec le jury de thèse, l'accueil, vous voyez, les 5 personnes. Et une des personnes de l'accueil, je la connais, puisque ça fait quand même 5 ans, 2 fois par mois. Je n'ai pas compté, mais un certain nombre de fois. Le process consiste évidemment à donner sa carte d'identité en échange du badge pour monter dans les étages. J'oublie un matin ma carte d'identité et j'ose, audace bien imprudente, j'ose me diriger vers celui que je connais en me disant peut-être qu'une connivence va s'installer. Et je lui dis, j'ai pas ma carte d'identité, est-ce que néanmoins je peux avoir le badge? La sentence irrévocable tombe. Non.
la procédure, c'est la procédure. Faire embaucher des gens pour leur faire dire aujourd'hui, la procédure, c'est la procédure, mais c'est une faute managériale énorme, parce qu'une intelligence artificielle, je le disais, très bas de gamme, est capable de me reconnaître facialement, elle sait ce que je vais dire en entreprise, elle sait à quelle heure je vais ressortir, etc. Donc ça, c'est vraiment robotiser, artificialiser l'humain, et c'est l'empêcher, évidemment, de prendre un risque et d'être autonome dans son action. Vous avez fait remonter l'information? Est-ce que ça a changé après ou pas? Oui, je pense qu'ils m'ont... Ah, vous ne travaillez plus pour la société, c'est ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est eux qui ont vos papiers. Ouais. Deuxièmement, l'action, j'ai dit la prise de risque. Et donc ça fait appel à ce qu'en philo on appelle l'intuition. Si vous demandez aux gens dans la rue ce que c'est que l'intuition, beaucoup de gens vont vous dire c'est du pif, c'est du flair qui vient de nulle part. La vraie intuition, c'est pas ça. L'intuition, elle est très reliée à l'expérience. Quelqu'un qui a de l'expérience a beaucoup plus d'intuition, et l'expérience, c'est pas l'âge. Quelqu'un qui a 25 ans a plus d'expérience que moi en numérique, par exemple. Mais c'est lié un capitaine qui a de l'intuition, c'est celui qui a suffisamment navigué sur la mer pour ressentir de l'intérieur ce qui s'y passe. Donc ce n'est pas sans cesse se rabattre sur le bon logiciel en nous, rationnel, mathématique, encore une fois, qui risque d'être dépassé par l'intelligence artificielle, mais c'est de miser sur ce qu'on a de plus intime, c'est ce qu'Aristote appelait l'œil de l'âme, l'intuition. Donc quelque chose de plus intérieur, de plus nébuleux, mais qui permet parfois de s'affranchir des procédures quand elles sont vraiment absurdes ou qu'elles deviennent le sommet des priorités. Deuxièmement, et c'est un mot sur lequel je ne peux pas ne pas rebondir, puisqu'on l'a évoqué à plusieurs reprises, pour être actif, pour être une personne, un sujet, il faut pouvoir répondre à la question du sens de ce qu'on fait. On assiste à un changement de paradigme, vous l'avez dit, sur le sens du travail, le sens de l'entreprise. Je crois, j'ai 43 ans pour ma génération et les précédentes, que le travail pouvait être considéré comme une finalité en tant que telle. On avait un beau boulot, la vie sociale était quasiment justifiée et réussie. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Le travail, à mon sens, n'est plus pensé comme une finalité, mais comme un moyen pour s'épanouir dans sa vie personnelle. Et le télétravail que vous avez aussi évoqué, ou qu'Ariel a évoqué, contribue à ce changement de paradigme, parce qu'il domestique le travail, il mêle le travail à la vie du foyer. Donc la vie n'est pas simplement ce qui reste à 19h une fois qu'on a fini de bosser, mais la difficile dichotomie vie pro, vie perso fait qu'on voit que ça se mélange. Je ne veux pas interférer avec la table ronde qu'il va y avoir en début d'après-midi sur la jeunesse, justement. Mais est-ce que justement les nouvelles générations ne sont pas un peu tout à fait dans ce que vous dites? Oui, en fait. Mais je pense que ça, et de toute façon je finirai le raisonnement, mais je pense que c'est un... non, mais parce que j'ai dit 3 choses, donc si je dis pas les 3 choses, c'est foutu. Mais il faut la dire, la 3e, oui, évidemment. Mais attendez, je suis sur la 2e. Et du coup, oui, ok, c'est venu de la nouvelle génération, mais je pense qu'on est plein de personnes à remettre en question ce paradigme en se disant, mais c'est vrai, j'ai consacré ma vie à mon travail, est-ce que le travail est la finalité ultime? Et donc le grand paradoxe, qui est tout à fait valable pour l'entreprise, le travail est valable pour l'entreprise aussi, c'est que le travail ne fait sens aujourd'hui que s'il concède à n'être qu'un moyen au service d'autre chose que lui-même. Si on continue de penser comme le travail comme étant un sens en lui-même, on est dans le non-sens. Et c'est exactement la même chose pour l'entreprise. Si hier, les grandes entreprises, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, les problèmes d'attractivité, de recrutement, de fidélité, moi j'y crois plus du tout à la fidélité, mais c'est un autre sujet. Mais si on continue de penser l'entreprise comme ayant un sens en elle-même, une finalité en tant que telle, on était fiers de rentrer chez TF1, Canal+, etc. C'était une justification. Maintenant, c'est beaucoup moins vrai. Toutes les grandes identités de marque ont des problèmes d'attractivité. Ça veut dire que l'entreprise n'est plus un but en tant que tel. Pour que l'entreprise retrouve du sens, c'est exactement le même raisonnement que celui que je viens de tenir sur le travail, il faut qu'elle concède à n'être qu'un moyen au service d'une plus grande cause. Et vous l'avez dit tout à l'heure, cause sociétale, sociale, environnementale, humanitaire, peu importe, je pense à la loi Pacte et à la raison d'être, il faut qu'elle soit un moyen au service d'autre chose qu'elle-même. Ça ne veut pas dire que je valorise le profit, mais le profit n'est pas suffisant, il faut lui adosser le projet. Donc, mais répondre à la question du sens de ce qu'on fait, c'est très compliqué, c'est pas si simple de se questionner là-dessus. Pourquoi? Il y aurait beaucoup de raisons. Vous en avez évoqué une, c'est-à-dire qu'on assiste à un effondrement progressif des grandes autorités qui donnaient un sens aux existences individuelles. Je passe vite sur celle-ci parce que vous l'avez mieux expliqué que moi. Et la deuxième, je trouve, c'est qu'on assiste à une technicisation accrue des fonctions. Ça veut dire que les métiers, si vous demandez maintenant aux gens ce qu'ils font dans la vie, 9 chances sur 10 pour qu'on ne comprenne absolument rien à leur fonction. Je prends un exemple. Ça s'appelle les bullshit jobs. Non, oui, mais non, pas forcément. Il y a les bullshit jobs, je suis d'accord, qui sont un bien non-sens. sûr. Et là-dedans, je mets les CHO et certains coachs, etc. Mais
peut pas m'empêcher. Mais il y a des métiers sensés qui sont devenus tellement techniques qu'on ne comprend plus ce qu'ils font. Je prends un exemple, un tour de table. Ça aussi, il faut arrêter avec les tours de table qui ne servent strictement à rien la plupart du temps. On perd 10 minutes. On ne retient ni le prénom ni la fonction, mais on a déjà perdu 10 minutes de travail en moins. C'est déjà ça. Mais un jour, Vous n'aimez pas entendre les gens dire j'ai eu un parcours atypique? Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Et un jour, je rencontre un type qui me dit, moi, je m'appelle Gérard, je suis coordinateur de flux. C'est pas un bullshit job, hein. Mais je me dis, mon Dieu, que fait le... Non, que fait le... Il est très utile, il a beaucoup de sens. Que fait le coordinateur de flux? Et c'est toujours dans la précision, quand vous demandez aux gens ce qu'ils font plus précisément, que l'éclairage se fait ou pas. Et il me rajoute immédiatement, parce qu'il voyait un peu de perplexité sur mon visage, il me rajoute immédiatement de flux transverse. Donc je me dis, mais c'est pas possible. Plus il me détaille, moins je comprends, parce que c'est de plus en plus technique. Et des analyses, et il y en aurait mille, des analyses de spectre. Juste pour nous, pour savoir. Je me demandais, parce que les flux sont partout, financiers, humains, c'est peut-être le nouveau nom de plombier. Mais bref, c'est très utile, il y en a partout. Donc c'est pas du tout un bullshit job, mais c'est devenu très technique. C'est un exemple pour montrer. Et d'ailleurs, quand je vous parle, j'entends que le mot est ringard. On dit plus à quelqu'un quel est ton métier. On dit quelle est ta fonction, quel est ton poste. On voit que c'est beaucoup plus technique même dans le vocable. Or, la technique, c'est quoi? C'est l'inverse du sens. Quand vous apprenez une technique pour faire quelque chose, vous apprenez le moyen de faire quelque chose. Mais ce n'est pas la finalité. Si j'apprends une technique pour jouer du piano, je vais faire du solfège, je vais faire mes gammes. Mais la finalité, c'est de faire un morceau. Bref, plus on technicise les métiers, plus vite on les définalise. Donc c'est d'autant plus difficile aujourd'hui pour les managers, les entrepreneurs et pour tout le monde de trouver un sens parce qu'on est dans une technicisation accrue. Ça veut dire que je suis contre la technique, mais ça veut dire qu'il y a une exigence de sens supplémentaire à adosser aux métiers de plus en plus techniques. Et d'ailleurs, ça explique un phénomène qui n'est pas un épiphénomène, j'accélère. Un phénomène qui n'est pas un épiphénomène où beaucoup de gens quittent tout à 40 ans et c'est pas la fameuse crise de la quarantaine facile. À chaque fois, c'est toujours pour la même chose, soit un métier manuel, soit un métier relationnel, c'est-à-dire où il y a de la matière concrète. Et les gens ont absolument besoin, c'est un besoin humain inconditionnel, on a besoin de savoir à quoi on sert, de voir concrètement le résultat de notre action. Donc le sens était la deuxième condition de l'action, pouvoir répondre évidemment au sens de ce qu'on fait. Et troisièmement, j'arrêterai là-dessus, pour passer à l'acte, pour agir, il faut bien une certaine dose de confiance en soi et confiance dans ses équipes ou dans son environnement. Or la confiance, très souvent aujourd'hui, maintenant, je trouve qu'on la confond avec ses opposés. Vous le savez certainement, je ne veux pas du tout faire la cuistre, mais confiance, vous savez, l'étymologie du mot est formidable parce qu'elle permet de comprendre toute la logique de la confiance. Confiance, ça vient de cum fidere. Cum fidere, ça veut dire avec foi. Confiance, on entend le mot foi dedans. Donc quand on fait confiance, quand on se fait confiance à soi-même, on est dans le registre de la foi, c'est-à-dire de la croyance. Si j'ai la foi en Dieu, je crois en Dieu et ça veut dire que je ne sais pas si Dieu existe ou pas. C'est l'opposé de la connaissance. Je ne crois pas que 2 + 2 fasse 4. Je sais que 2 + 2 font 4. Mais je crois dans quelque chose qui recèle une incertitude, vous voyez, un risque, une ignorance. Alors très souvent, vous entendez des gens dire on va être de plus en plus transparent, comme ça on insufflera de la confiance. C'est exactement la logique inverse. Plus vous êtes dans la transparence, plus vous êtes dans la connaissance, et moins vous ferez appel à de la confiance. Évidemment, la fameuse phrase aussi parfois, la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est une hypocrisie sans borne. Parce que le contrôle, on est dans le côté, elle est très pratique rhétoriquement. La paranoïa n'exclut pas d'avoir des ennemis. Voilà. Mais le contrôle, on est dans le registre de la connaissance, du cognitif. C'est bien légitime de contrôler en entreprise. On veut du reporting, on veut savoir ce qui se passe. Donc il y a des moments de contrôle. Mais les deux de manière concomitante, c'est absolument impossible. On ne peut pas et contrôler et faire confiance, puisque la confiance, je l'ai dit, c'est un pari sur l'inconnu, c'est une ignorance, c'est une prise de risque. C'est pour ça que je reboucle. J'avais parlé de la prise de risque au départ, et je reviens sur la confiance, qui est une prise de risque. Autrement dit, la confiance, elle augmente avec un accroissement des incertitudes et certainement pas avec un accroissement des certitudes. Et pourquoi je parle de la confiance en entreprise? Pas parce que ça fait bien, mais parce que c'est rentable. Vous l'avez tous expérimenté. Quand on vous fait confiance, qu'on vous a tapé sur l'épaule, dit un mot, fait un regard ou une autre preuve de confiance, peu importe, on se sent investi par la confiance reçue et on se sent augmenté, on veut se montrer digne de la confiance reçue. Donc c'est bien sûr qu'il y a des gens... C'est valable pour les enfants d'ailleurs. Oui. Il y a des gens à qui il ne faut absolument pas faire confiance, bien sûr, mais ceux qui sont vraiment dignes de cette confiance, c'est très rentable du point de vue managérial. Donc, pourquoi j'ai parlé de ça ?
l'action, parce que c'était vraiment le mot, je trouve, qui est ressorti, peu importe les dénominations qu'on lui a données, mais l'action véritable pour vraiment avoir des humains en entreprise, et à l'heure de l'intelligence artificielle, ça me semble être un impératif. Il faut, cultiver bien sûr l'intuition et la prise de risque, cultiver aussi cette capacité à pouvoir répondre à la question du sens de ce que je fais, et enfin cultiver cette confiance, mais qui ne soit pas un mot galvaudé, et qui, en tout cas, s'oppose à tout ce qui est du registre cognitif. Et je peux faire un dernier mot ou pas ? Oui, un dernier mot. Mince. Ah, parce qu'il y a un mot qui est ressorti. Il y a un truc à prendre, c'est un train, c'est ça ? Oui, je vais aller prendre Mince. Bon. Non, mais je peux dire 3 toutes petites choses. Juste 3, voilà. 3, parce qu'après mais on doit 3 vraiment, minuscules choses. 1, on a de plus en plus de temps. Ça ne le paraît pas, mais on a de plus en plus de temps. En revanche, on consacre de plus en plus de temps à gérer des outils qui nous dégagent du travail et nous donnent du temps. Donc là, on voit qu'il y a plus de productivité et moins de sens dans ce qu'on fait. Ça pose un problème. Ça pose un problème de sens général dans la vie. Ça, c'est 1. Le 2, Viktor Frankl, qui est l'inventeur de la logothérapie, c'est-à-dire une méthode psychanalytique qui consiste à redonner du sens et à baser le bien-être psychique sur le sens qu'on donne à sa vie. Freud, c'était sur la sexualité, Adler, la volonté, et lui, c'était le 3e viennois, c'était là-dessus. Énormément de sa théorie vient de l'univers concentrationnaire, où il a pu constater que les gens qui survivaient étaient des gens qui avaient un but dans la vie. Ce but, c'était une femme qu'ils aimaient, c'était des choses qu'ils étudiaient, c'était des sens qui n'avaient rien à voir avec l'entreprise. Donc forcément, on n'a jamais vu quelqu'un survivre au nom d'une entreprise. Ce qui fait survivre, c'est un sens qui est extérieur à ça. Et la 3e chose, ça m'est venu en parlant tout à l'heure de woke, c'est une nouvelle de Dostoïevski dans laquelle Jésus revient à Séville en pleine Inquisition. Mais il est là et il distribue de la nourriture aux gens, il fait revivre les morts, il guérit les malades. Et évidemment, l'Inquisition et l'Église en entend parler et le fait arrêter immédiatement. Alors, il arrive devant le tribunal de l'Inquisition et là, il dit « Mais écoutez, c'est moi qui ai inventé votre religion, c'est moi qui ai inventé la liberté et le bonheur. » Et l'Inquisition dit « Oui, bien sûr, mais enfin maintenant c'est nous qui nous chargeons de ça. C'est nous qui nous chargeons de la liberté et du bonheur. » Et le lendemain, il le brûle. Donc ne soyons pas une organisation qui se charge de la liberté et du bonheur envers et contre tout. Merci, voilà. Ariel Merci à Wiesman. tous. On finit dans 2 minutes. 2 minutes ? Oui, c'était juste pour finir avec Julia, parce qu'il y a un nouvel ouvrage qui ça paraît... Ça va pas durer 2 minutes, parce qu'elle est brillante. En octobre. Vous voulez nous quitter ? Bon, j'ai un train à 13h18. On dit au revoir à Ariel Wiesman. Voilà, merci, voilà. J'étais très content. Un triomphe. Merci beaucoup, Ariel. À bientôt. Alors, Julia, ce nouveau livre qui paraît en octobre s'intitule « Le siècle des égarés ». Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Non, parce qu'en fait, je préférerais parler d'un mot qui est revenu. Et comme ça, je ne vends pas mon livre et ça me gêne toujours de. Non, mais c'est intéressant de voir le sujet. Mais c'est sur l'identité, c'est sur la déconstruction. J'essaye de déconstruire ce concept sans tomber dans le woke que je critique. Mais je trouve que l'identité est un concept qui nous fige. C'est un des seuls concepts philosophiques qui soit si mal construit. Et à l'opposé de l'identité, je vais plutôt proposer le sentiment de soi, le sentiment d'un nous. Et je vais faire ça. Mais il y a juste un mot qui commence à devenir exaspérant aussi comme bonheur, parce qu'en fait le bonheur, je pense que ça devient ringard comme thème, c'est-à-dire que le Covid a eu du bon, mais c'est vrai, c'était très à la mode il y a 4-5 ans, maintenant bon, on n'est plus sur le télétravail, la liberté, etc. Mais c'était chouette d'avoir cette table ronde. Jean-Marc, il est là non, mais c'est plus tout à fait d'actualité. Désolé. Ah ouais. Voilà. Mais il y a un mot qui est ressorti, et là, ça va devenir c'est devenu le buzzword. Il y a toujours un mot par an et là, c'est le bienveillance. Alors moi, je trouve ça insupportable. Ça devient dégoulinant de tendresse.
Je ne suis pas pour la malveillance, je suis pour la bienveillance, mais très souvent le sens est galvaudé. Résultat, on est un manager, on est un chef, il faut paraître bienveillant, donc on n'ose plus rien dire à son génial collaborateur qui dit une ineptie. Et résultat, ça nivelle tout le monde et ça ne fait que conforter tout le monde dans sa propre ignorance. La vraie bienveillance au sens philosophique, elle suppose la confrontation. Si vous êtes bienveillant envers moi, là, dans la table ronde, vous allez peut-être me dire dans un instant, j'étais pas du tout d'accord avec tes idées. Pourquoi c'est de la bienveillance? Parce que, un, c'est respectueux, vous m'avez écouté jusqu'au bout. 2, vous me faites progresser dans mes idées. Moi, je vais essayer de contrer. On monte ensemble vers une idée plus juste. Depuis Aristote, l'idée la plus juste, la plus fructueuse, c'est l'idée qui dépasse les contradictions. Donc la vraie bienveillance, elle suppose la contradiction. Mais trop souvent en entreprise, on confond la contradiction et le conflit, la contradiction et l'humiliation. Et résultat, on se tait, mais il n'y a rien de plus violent que le non-dit. Et la bienveillance, c'est certainement pas ce silence et ce complexe d'autorité qui est une notion à revaloriser aussi. J'arrête, je vous remercie. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous pour ces échanges tellement inspirants. Alors, vous dire que là, nous allons bien sûr poursuivre par le cocktail déjeunatoire, n'est-ce pas, Jean-Marc? Et puis après, on se retrouve en début d'après-midi. C'est Nicolas Pigas qui interviendra sur la table ronde La jeunesse fuck the system. Et puis moi, je vous retrouve à 15h15. Il y a un petit changement sur le programme, puisque à 15h15, c'est la plénière. Et après, nous aurons Raphaël Enthoven qui suivra. Merci à tous et à tout à l'heure. Bon appétit.